L'échiquier international, bienvenue à tous. Les jours se suivent et les bombardements redoublent d'intensité. Plus de 3 semaines et le seuil de martyrs tutoie les 8500 morts et quelques 20 000 blessés. Mais au-delà, ce vieux conflit de 70 ans et cette nouvelle séquence polarisent violemment certaines sociétés et autres pays. Beaucoup d'entre eux comprennent d'importantes communautés arabes et juives, comme la France et la Grande-Bretagne. C'est qu'une guerre intense au Moyen-Orient multiplierait les risques au sein de ces mêmes espaces. Le fameux choc des civilisations prévues, chantées, programmées et concrétisées est désormais chose vérifiée. Le conflit palestinien a des répercussions dans le monde et peut même donner lieu à des crises comme celle au sein de l'hémicycle de l'ONU entre le secrétaire général Antonio Guterres et le représentant sioniste, lorsque le premier a rappelé que les bombardements de civils revêtaient une entorse grave au droit international. L'émissaire occupant a demandé la démission, rien que ça, de Antonio Guterres, du jamais vu. Et plus grave encore, les juridictions internationales sont frappées de caducité, chose que n'a pas manqué de dénoncer les pays nommés autrefois ceux du Sud global, ce qui pourrait faire les beaux jours d'ailleurs de Moscou et de Pékin. En résumé, que cela soit hier, le conflit ukrainien et les bombardements de Gaza, aujourd'hui, le clivage mondial est chose réelle, plus qu'un clivage d'ailleurs, mais une fracture ouverte avec des conséquences graves mondiales. Telle est l'interrogation et surtout telle est la crainte ambiante, une crainte non partagée visiblement par Washington et son invariable allié, l'hydre sioniste. Cependant, ce qui est certain est qu'il y aura un avant et un après 7 octobre 2023. On en parle tout de suite avec nos invités du jour. On le disait dès l'entame, le choc des civilisations serait déjà en train de prendre. D'un côté, on a par exemple ce soutien conditionnel de Joe Biden, le président américain, et d'une grande partie des alliés occidentaux envers l'hydre sioniste, au moment même où des milliers de civils palestiniens mourraient sous les bombes, en plus du blocus complet avec une aide humanitaire largement en deçà des besoins. D'un autre, un groupe de pays qui en appellent à la retenue, Bahreïn, l'Algérie, la Chine, l'Iran, la Turquie et la Malaisie. Cette liste, évidemment, est non exhaustive, bien sûr. Alors, Raza, ligne de fracture mondiale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir virtuellement Thomas Vescovi. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur, historien, spécialiste de l'entité sioniste et des territoires occupés. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous voyez-vous les racines de ce conflit dans l'échec des accords d'Oslo et la fin de la croyance de part et d'autre, d'ailleurs, de deux États vivant côte à côte? Nous en parlerons tout au long de notre rendez-vous du jour. Et sur le plateau, pour m'épauler, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur en relations internationales et spécialiste de la Turquie, Reda Halilash. Salutations, Reda. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci également. Alors, mais avant de lancer les échanges, messieurs, on se rend à Gaza pour nous enquérir de la situation sur place avec ce sujet signé Mme Ziane Zitoudi. Gaza est coupée du monde. Avec la coupure d'électricité, la coupure de communication suit. Les ambulances doivent rechercher la fumée qui s'élève dans les airs pour localiser le site d'une frappe sioniste. Nassim Hassan, un ambulancier, qualifie la situation de plus que catastrophique. Nous sommes dans une situation catastrophique. Après 25 ans de travail comme ambulancier, c'est pour la première fois que je vis une situation pareille. Les ambulances attendent les appels à l'aide, mais ces appels sont complètement coupés alors que nous sommes ici. Nous pouvons voir la fumée s'élever au loin, ce qui peut nous aider à localiser la zone de la frappe et à envoyer une ambulance. Même l'ambulance qui sort, je perds la communication avec, car les talkie-walkie ne fonctionnent pas. Des frappes aériennes et des opérations terrestres sionistes contre Gaza font que la situation est de plus en plus désastreuse pour les Gazaouis. Nos communications ont été coupées du monde entier. Nous ne pouvons communiquer ni par Internet ni par téléphone. Gaza est isolée du reste du monde. Les frappes sont autour de nous et personne ne peut nous atteindre ou localiser la frappe. C'est l'obscurité totale à Gaza. Les habitants souffrent le calvaire et le personnel paramédical guette le moindre signe pour essayer de sauver des vies. Nous avons placé une équipe à l'entrée de l'hôpital Nasser pour accueillir toute personne venant en tuk-tuk ou en voiture transportant un blessé.
Nous leur demandons où ils ont trouvé les blessés et nous pouvons ainsi localiser la zone ciblée et nous y rendre avec une ambulance. Mais le problème, c'est la nuit. Lorsque les civils ne peuvent pas conduire leur voiture, c'est dangereux pour eux. Le bilan des frappes sionistes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'établit à au moins 8005 morts. Au rythme où vont les choses, la région de Gaza risque d'être exterminée par la barbarie sioniste si la communauté internationale n'intervient pas pour mettre fin à ce génocide. Alors, commençons par vous, Thomas Vescovi. Le choc des civilisations, j'en parlais dès l'entame, avec ce soutien d'effectifs washingtoniens, le suivisme européen à l'endroit de l'entité sioniste. Malgré le bombardement de civils, l'Occident s'émeut des victimes ukrainiennes et des civils en territoire sioniste, mais pas grand cas des Palestiniens. Et le monde arabe, chose qui faisait timidement auparavant, mais dénonce de plus en plus franchement le deux poids, deux mesures. Selon vous, y a-t-il un risque d'escalade, du moins au niveau diplomatique, si la guerre s'allonge? Alors, d'abord, il faut vraiment rappeler qu'il y a un isolement en réalité de la politique israélienne au niveau international. Vous avez parlé du vote de la résolution à l'ONU. On a 120 États dans le monde qui ont voté pour la résolution qui a appelé à un cessez-le-feu et à l'arrivée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Seulement 14 pays dans le monde ont voté contre, notamment les États-Unis et l'État d'Israël forcément et leurs alliés. On a également 45 États qui se sont abstenus. À partir de là, on voit bien qu'en réalité, il y a ici un blocage complet diplomatique qui ressemble un petit peu à celui qu'on avait dans le cas de l'Ukraine et la Russie, où la Russie mettait son veto à l'ONU pour ne pas que des sanctions soient votées. Sauf que dans le cas Ukraine-Russie, on a eu des pays occidentaux, Union européenne, Amérique du Nord, qui ont fait bloc, estimant que le droit international n'était pas respecté. C'est ce qu'on appelle en fait le double standard diplomatique, c'est-à-dire que vous estimez que pour une population, il y a un droit à la paix et à la sécurité qui doit être garanti, et pour d'autres populations, ce n'est pas le cas. Là, en l'occurrence, les Palestiniens, vous l'avez bien expliqué, ce n'est pas depuis le 7 octobre et depuis les bombardements sur la bande de Gaza que ça existe, c'est une longue histoire de la part de l'État d'Israël de refus d'appliquer les résolutions de l'ONU et de respecter le droit international. Alors en effet, Reda Harirach, dans la foulée, on se rend compte que la pression ou la colère arabe monte, surtout qu'elle rencontre son acmé lors du bombardement de l'hôpital Al-Ahli à Gaza. Des manifestations ont éclaté au Maroc, je le disais, au Maroc, à Bahreïn, en Jordanie et au Liban. Est-ce que la rue arabe risque de mettre de plus en plus de pression envers les dirigeants de leurs pays respectifs? C'est évident, surtout que la rue arabe, on la voit aussi au-delà des frontières des pays arabes. Il y a eu aussi beaucoup de manifestations en Europe et aux États-Unis même, comme on a vu ce week-end et le week-end dernier, également à Londres avec plus de 100 000 manifestants. C'est considérable pour les personnes qui ont eu la possibilité de suivre cette marche-là. Ça a été aussi le cas à New York, où il y a eu quand même des mouvements de protestation, y compris des mouvements auxquels on ne s'attendait pas, comme par exemple des membres de la communauté juive new-yorkaise qui a voulu se dissocier de ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine, pour ne pas avoir endossé une quelconque responsabilité. On le voit bien aux États-Unis. Et plus particulièrement sur la rue arabe. Oui, alors en ce qui concerne la rue arabe, ça va de soi que pratiquement tous les pays arabes sont abreuvés par toutes ces images de violence qui leur sont servies nuit et jour, et ça a fini par les mettre hors d'eux, ce qui est tout à fait humain. Alors, Thomas Merkovitch, des retombées également sur les espaces politiques et médiatiques et observées également en France, où vous vivez, la France qui comprend la plus importante communauté juive et française. Il y a d'ailleurs un parti, la France insoumise, qui a fait les frais de critiques violentes suite à, dit-on, la non-condamnation du Hamas. La formation a été mise à la marge. Tout comme la société arabe, la société française semble de plus en plus impactée par ce conflit. Le conflit palestinien ne semble plus être une actualité internationale, mais nationale en France. En fait, il y a eu une croyance profonde depuis plusieurs années maintenant, en France, comme je pense dans d'autres sociétés occidentales, à savoir que la question palestinienne n'existait plus.
elle était passée au second plan, il fallait plus s'y intéresser. Moi, je me souviens d'avoir rencontré des députés, des parlementaires français, et on avait l'impression presque de les fatiguer en parlant des Palestiniens et de la situation des populations à Gaza ou en Cisjordanie. Sauf que là, depuis 7 octobre, on a un retour d'une manière extrêmement violente de la question palestinienne dans les débats diplomatiques, et donc chacun essaie de revoir ses positions. Ce qu'on voit en réalité, c'est que le champ politique français, vous avez parlé de la France insoumise, effectivement, il y a eu de gros débats en France, mais je pense que plus largement, on a quasiment tous les partis politiques qui vont du parti présidentiel d'Emmanuel Macron jusqu'à la gauche en France qui sont fracturés. Fracturés par un débat, à savoir que il y a eu ce qui s'est passé cet octobre sur des civils israéliens et à savoir est-ce qu'il faut aller vers une condamnation ou non et jusqu'où doit aller le soutien aux populations palestiniennes et au droit à la résistance des Palestiniens. C'est sur ça en fait que se fonde principalement la fracture politique, mais je pense quand même qu'il y a actuellement un revirement. Ce revirement, il vient du fait que le parti présidentiel et Emmanuel Macron se sont montrés très rapidement au lendemain de 7 octobre comme, je cite, des soutiens inconditionnels à l'État d'Israël, là où on savait très bien, nous spécialistes, que on emploie de la part des dirigeants israéliens des termes tels que ils ont parlé d'animaux humains pour les gens de Gaza, ils ont parlé de population des ténèbres, le président d'Israël a même mentionné qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Tout ça faisait craindre ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire la mise en place de politiques qui mènent à des crimes contre l'humanité, à, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, des pratiques génocidaires. Et tout ça fait qu'actuellement en France, on a un ralliement de plus en plus fort au fait que les Palestiniens sont de nouveau laissés seuls, donc il faut s'y rallier et se montrer solidaire. Et même au sein du parti présidentiel, on sait actuellement qu'il y a de graves tensions, puisqu'une partie des députés n'acceptent pas que leurs représentants se montrent complètement ralliés à la politique menée contre Gaza depuis le 7 octobre. Reda Harilash, un commentaire sur la politique française ou la classe politique française de plus en plus impactée par le conflit au Proche-Orient. La classe politique française a été prise au dépourvu parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que la question palestinienne rebondisse de nouveau. Et comme l'a dit notre interlocuteur de France, ils sont obligés maintenant de prendre en charge carrément cette question parce qu'elle a un impact directement sur la société française, une société qui est clivée ces dernières années et qui a besoin de trouver quand même à travers cette question la possibilité de renouer avec ses humanités. Il ne faut pas oublier que la France est censée être la patrie des droits de l'homme et qu'elle ne peut pas rester en marge et surtout elle ne peut pas botter en touche face à la tragédie qui se déroule actuellement à Gaza. Et il va de soi que le président de la République française est obligé maintenant de se recentrer, notamment à travers son ou ses déplacements au Proche-Orient pour essayer de montrer un visage de la France plus consensuel. Alors, Thomas Vescovi, un mot encore sur la diplomatie française au niveau de l'histoire du temps du général de Gaulle, même quand on regarde la politique étrangère au Moyen-Orient des présidents Mitterrand et Chirac, elle était plus ou moins équilibrée, c'est là une tradition française, mais depuis Nicolas Sarkozy, on sent quand même on déroge à cette règle, on penche plus vers l'entité sioniste, il faut le dire aussi clairement. Comment expliquez-vous? Et certains diplomates d'ailleurs dénoncent ce parti pris, entre guillemets, de la diplomatie française à l'endroit de l'entité sioniste. Comment expliquez-vous ce revirement? Je pense qu'il y a eu un basculement suite notamment au 11 septembre 2001, où, si vous permettez que j'explique un petit peu la situation... Allez-y, on a le temps. Voilà. L'État d'Israël a bâti son soutien par l'Occident pendant ses premières décennies, donc en gros de 1948 jusqu'aux années à peu près 70-80, sur le devoir moral que l'Union européenne, l'Europe et l'Amérique du Nord avaient à l'encontre des populations juives en Palestine, donc l'État d'Israël, par rapport à ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, le génocide des populations juives dans la Seconde Guerre mondiale. Suite notamment à différents actes qui ont été perpétrés, je pense notamment à l'invasion israélienne sur le Liban, je pense notamment à la répression féroce qui a eu lieu à partir de 1987 sur les Palestiniens lors de la première intifada.
Tout cela a complètement effrité l'image d'Israël comme pays qui se défend. C'est comme ça qu'était souvent présenté Israël en France. Et au contraire, ça a commencé à être vu comme un pays qui était capable d'oppresser, d'opprimer et de ne pas respecter le droit international. C'est cela, à mon avis, qui a mené principalement à Oslo et aux négociations, où il fallait en fait quelque peu revoir l'image d'Israël pour que ce soit possible d'être davantage perçu, soutenu, et je pense que l'Occident a beaucoup œuvré pour que justement les dirigeants israéliens acceptent d'aller vers des négociations, puisque le soutien indéfectible n'était plus possible. Dans les opinions publiques, ce n'était plus possible d'avoir ce soutien-là, puisque l'État d'Israël s'était montré d'une manière comme l'Occident l'avait rarement vu. Les accords d'Oslo ayant patiné à partir de 1993 et puis surtout à la mort d'Yitzhak Rabin en 1995, les accords d'Oslo ayant patiné, il a fallu à la fin des années 90 revoir complètement l'image d'Israël, et ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain du 11 septembre 2001, les dirigeants israéliens ont commencé à employer une autre doxa, si vous voulez. C'était le fait de dire qu'Israël ne doit pas être soutenu pour des questions morales, mais parce qu'Israël représenterait la première avant-garde de l'Occident, d'une espèce de civilisation judéo-chrétienne complètement fantasmée et fausse, il faut bien le préciser, en guerre contre un monde musulman islamiste qui peut menacer toutes les sociétés. Et en fait, si vous comprenez où est-ce que je veux en venir, cette idée que cet État d'Israël est donc un allié dans cette guerre contre le terrorisme fait que du coup, même si l'État d'Israël met des politiques qu'on peut qualifier d'oppressants contre les Palestiniens, malgré tout, le soutien doit demeurer parce que c'est un allié. Je prends un exemple très simple. En France, vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, effectivement. On peut parler de François Hollande. François Hollande qui a été élu en 2012. Quand François Hollande se rend en Israël à partir de 2013, surtout 2014 je crois, mais surtout 2013 il me semble, quand il se rend là-bas, il explique qu'effectivement les politiques de colonisation, d'occupation contre les Palestiniens ne sont pas acceptables, mais qu'Israël reste un État avec qui on doit avoir des relations importantes dans la guerre contre le terrorisme. Et cette idée-là, elle est complètement ancrée depuis Nicolas Sarkozy et renforcée à mon avis sous François Hollande et encore aujourd'hui sous Emmanuel Macron, dans l'idée notamment qu'on a finalement une espèce, qu'on appelle d'atlantisme, c'est-à-dire que l'Union européenne et l'Amérique du Nord représentent des démocraties éclairées, ce qu'ils appellent la civilisation, contre un monde menaçant dont la principale figure, c'est effectivement le terrorisme. Je vous interromps, Thomas Vescovi, c'est exactement ce qu'on disait dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a un choc de civilisation. Au début, c'est un choc de civilisation. L'expression prend toute sa force au lendemain du 11 septembre et elle a été aussi reprise au compte de l'entité sioniste. Mais au départ, les diplomates français étaient un peu en retrait par rapport à ça, en disant que ce n'était pas notre tradition. Et là, on voit que ce fameux choc de civilisation impacte l'ensemble de la politique étrangère du monde occidental. C'est-à-dire qu'on est tombé dans le narratif sioniste. En fait, ce qui s'est passé, à mon avis, le basculement, vous l'avez très bien dit, c'est que les diplomates français, par exemple, ont refusé la guerre en Irak en 2003 et se sont distingués à plusieurs reprises par des positions beaucoup plus équilibrées. Je pense que les différentes attaques qui ont été perpétrées en France, notamment en 2015, 2016-2017, attentats sur le sol français, ont fait basculer une partie de l'opinion publique et également une partie de la diplomatie française. Et également une partie des dirigeants politiques qui ont eu le sentiment, et à l'époque, il faut se rappeler, le narratif en France, c'était celui-là. C'était l'État français est menacé par un terrorisme qui est sensiblement le même qui menacerait l'État d'Israël. Or, nous avons essayé, et nous continuons encore aujourd'hui, à expliquer à quel point les deux sont par essence différents. C'est-à-dire que dans la question israélo-palestinienne, il y a d'abord une question territoriale, une question nationale, une question coloniale qui n'a pas lieu d'être dans les attentats qui ont été perpétrés en France. Et de droit international aussi. Exactement, c'est ça. Et donc là, on a en fait un narratif, comme vous l'avez dit, un récit qui est en train de s'imprégner profondément et qui est très compliqué à être décortiqué. Il faut beaucoup de temps et vous savez que le message médiatique passe et après il faut du temps pour le décortiquer et revenir avec un narratif alternatif ou différent. Est-ce que ça serait simpliste de caricature, de parler d'islamophobie dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une petite dose d'islamophobie qui vienne peut-être empoisonner toute cette réflexion? C'est pas à mon avis une petite dose, c'est qu'en fait il y a l'idée quelque part que le monde musulman peut être vu quasiment comme uniforme
et que le monde qu'on peut qualifier d'islam politique, eh bien finalement se ressemble, ils sont tous liés les uns des autres, et donc on peut dire quelque part dans cette idée-là que Daesh et un parti islamiste dans n'importe quel pays arabo-musulman, c'est une équivalence où il y a des liens entre eux. Et là, on voit bien à quel point est-ce qu'on a effectivement une islamophobie en France qui permet d'encourager ce soutien-là. Un exemple très simple, si vous le permettez, en France actuellement par exemple, vous avez les membres du Rassemblement national, qui est quand même le parti d'extrême droite français, incarné par Marine Le Pen, qui sont devenus des alliés incroyables de l'État d'Israël, non pas absolument pas parce qu'ils ne sont pas antisémites, à mon avis il y a encore un fondement antisémite dans le parti, mais en tout cas parce que principalement ils estiment qu'aujourd'hui l'État d'Israël doit être vu comme un espèce de rempart à une civilisation qu'ils jugent eux comme étant barbare et menaçante. Pour terminer, il y a l'ancien conseiller de Donald Trump, peut-être que vous voyez de qui je parle, Bannon, qui était Steve Bannon. Voilà. Steve Bannon, conseiller de Donald Trump, avait une formule très simple. Bannon expliquait que les partis d'extrême droite en Europe, pour devenir acceptables et audibles auprès de l'opinion publique, devaient se montrer comme des alliés de l'État d'Israël. Parce qu'en faisant ça, ils allaient faire comprendre à la population qu'ils ont tiré un trait sur l'héritage Seconde Guerre mondiale, antisémite, nazisme, et au contraire, ils sont prêts à aller vers un front contre un monde menaçant, comme je l'expliquais juste avant. Reda Hariash, vous voulez peut-être intervenir? Est-ce qu'on a l'islamophobie qui vient peut-être intoxiquer ou écorner la diplomatie occidentale aujourd'hui? Ce qu'on appelle islamophobie est dû à une certaine confusion qui existe actuellement dans le paysage médiatique, français, qui prend ses racines au lendemain du 11 septembre, comme vous l'aviez dit, et il s'exprime déjà à partir de l'année 2004, lorsqu'un débat sur la laïcité a été lancé en France, et on s'est très vite rendu compte que ce débat-là était orienté pour montrer du doigt une communauté qui est censée représenter en quelque sorte, quelque part, une cinquième colonne, à savoir la communauté, alors qu'il y a plusieurs communautés musulmanes. Donc ça, c'est au lendemain du 11 septembre. Et puis, par la suite, il y a quand même une deuxième... je dirais, un deuxième aspect qui est très important et qui est celui lié directement à la guerre en Syrie. Parce que le discours qui est développé actuellement, il consiste à dire, voilà, il y a un terrorisme international et on met tout le monde dans le même panier, aussi bien le Hamas palestinien que Daesh. Donc ça, on enfume les gens. C'est en effet le narratif ou le récit du Premier ministre sioniste. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du printemps arabe, donc en 2011, il y a eu clairement une action de déstabilisation qui a été menée contre la Syrie. Et comme auparavant l'Afghanistan au cours des années 80, on a vu beaucoup de djihadistes, entre guillemets, partir d'Europe occidentale pour aller faire la guerre en Syrie. Ce qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui avec la Palestine. Déjà. Donc, et c'est à partir de ce moment-là où l'image de Daesh va ressortir, parce que le gouvernement de Bachar al-Assad n'a pas été renversé. Et donc, ces gens qu'on a envoyés faire le djihad contre Bachar al-Assad, une partie est revenue sur le sol français. Et donc, la France, elle a été victime de plusieurs attentats. En quelque sorte, on dira, c'est l'arroseur arrosé, puisque la France et d'autres pays européens ont laissé partir des ressortissants de leur pays pour aller mener ce djihad en Syrie. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Je vous interromps, on se rappelle la fameuse phrase de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, quand on lui posait la question sur le Front d'Al-Nosra, les membres du Front d'Al-Nosra, il disait « ils font du bon boulot en Syrie ». C'est-à-dire le Front d'Al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Exactement. Maintenant, on débouche sur quoi? On débouche sur la situation politique suivante en Europe. On a déjà un gouvernement d'extrême droite en Israël. C'est le gouvernement le plus extrémiste de l'histoire d'Israël. Et donc, il ne faut pas s'étonner que d'autres partis d'extrême droite en Europe viennent lui prêter main. Ça, c'est pas de... Oui, il ne faut absolument pas s'étonner. On reprend la discussion tout de suite après cette petite coupure publicitaire. Tout de suite.
Retour à l'échiquier international pour une discussion autour de Gaza, et l'intitulé est Gaza et la ligne de fracture mondiale, avec, on le voit, deux camps qui s'affrontent autour de Gaza. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités du jour. Et la rue arabe, on le dit, se mobilise pour faire pression, surtout quand les autorités prennent langue avec l'entité sioniste, ce qui met les décideurs dans un certain embarras, comme au Maroc. Compte rendu, Sofiane Baroudi. Plusieurs villes marocaines ont été marquées par de grands rassemblements et des manifestations populaires en solidarité avec le peuple palestinien et en dénonciation des opérations génocidaires perpétrées par le régime d'occupation sioniste, particulièrement contre la bande de Gaza assiégée. Des dizaines de milliers de Marocaines et de Marocains ont répondu à l'appel du Front de lutte contre la normalisation et d'autres organisations afin de faire irruption dans l'espace public, revendiquant la rupture des accords de normalisation et des autres pactes sécuritaires et militaires passés par la monarchie marocaine avec l'entité sioniste. Pour rappel, Rabat a vu défiler plusieurs hauts responsables sionistes et a normalisé ses relations dans le sillage des très controversés accords dits d'Abraham, au détriment de la cause palestinienne. Les manifestations populaires de grande ampleur qui traversent les villes marocaines démontrent le rejet catégorique de ces accords et témoignent de l'attachement à la cause palestinienne ainsi que de la colère immense provoquée par la multiplication des exactions et des violations du droit international humanitaire à ciel ouvert menées par le régime d'occupation contre le peuple palestinien résistant. Les mobilisations populaires en solidarité avec le peuple palestinien et dénonçant les crimes sans précédent perpétrés par le régime colonial contre les populations civiles se multiplient partout dans le monde. Les opérations génocidaires provoquent un émoi profond et une indignation internationale. Les manifestations et les actions citoyennes de grande ampleur s'enchaînent, particulièrement dans le monde arabe et musulman. Le Front marocain contre la normalisation appelle à la rupture des relations avec le régime d'occupation sioniste et à la défense des droits fondamentaux du peuple palestinien. Les manifestations populaires risquent de s'intensifier à la lumière de la grande citoyenne, mais surtout en réaction face à l'opération de guerre totale sans précédent lancée contre la bande de Gaza assiégée, ainsi qu'aux éléments liés au risque élevé d'ouverture de nouveaux fronts dans la région qui vit plus que jamais sous le poids de la menace d'un conflit de haute intensité. Alors on le voit, hein, la rue arabe et la rue au Maghreb, en tout cas au Maroc, comme on vient de le voir, se mobilisent, s'organisent, risquent de plus de radicalisation si le conflit perdure, surtout que les printemps arabes ne sont pas très loin, chronologiquement parlant. Reda Harirash, y a-t-il un risque d'un retour des printemps arabes à cause de la question palestinienne, selon vous ? C'est un élément qui est important dans la conscience des masses arabes, mais pour le moment, je ne vois pas un retour, un mouvement d'une telle ampleur. Parce que bon, les régimes ont réussi pour le moment à phagocyter leur population et que bon, il n'y a pas encore suffisamment en Égypte, pourquoi je pose la question et je fais un parallèle, c'est qu'en Égypte, par exemple, les manifestants au Caire ont scandé « Liberté, pain, justice », un slogan des manifestations de 2011. C'est pour ça que certains y voient peut-être un risque pour les régimes en place. Il faut savoir qu'il y a des élections présidentielles en Égypte pour le mois de décembre prochain. Un certain nombre donc, de citoyens égyptiens ont commencé à se lasser de cette décennie-là. La question palestinienne pourrait effectivement être un vecteur qui va réveiller ces sociétés-là, mais de là à déclencher un printemps arabe, il n'y a pas encore suffisamment de facteurs pour pouvoir nous prononcer dès maintenant. C'est pas encore le cas. Bon, on ne peut pas l'exclure dans les mois qui viennent, mais pour le moment, bon, les différents pays sont plutôt en position de wait and see. Thomas, même question, Thomas Vescovine, même question. Est-ce que selon vous, les régimes arabes craignent, avec ce conflit en Palestine, de voir plus ou moins leur régime un peu perturbé ? Il faut dire que la cause palestinienne dans le monde arabe est une espèce de réceptacle de toutes les souffrances, si vous voulez. C'est-à-dire que dans certains pays où on ne peut pas forcément manifester ou critiquer l'État, eh bien, manifester en solidarité pour la Palestine permet par ce même biais
de contester et de rappeler différents mots d'ordre, comme vous l'avez rappelé par exemple pour la question égyptienne. Il faut comprendre à quel point est-ce que cette question de la normalisation et ce qu'on appelait les accords d'Abraham qui avaient été faits à l'époque de Donald Trump entre Israël et différents États arabes, c'est actuellement une politique qui est complètement mise en cause et même en échec. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien depuis 2009, est une personnalité qui a une conviction profonde, qu'il a déjà partagée, qui est celle que si on propose aux dirigeants des différents États arabes des accords historiques avec notre État d'Israël, ils céderont immédiatement la question palestinienne, ils l'oublieront. Et c'est ce qui s'est passé avec plusieurs États, on l'a vu dans le monde arabe, qui ont aussi des accords de normalisation avec Israël, bénéficiant de différents partenariats. Ces accords-là ont été contestés par les sociétés parce qu'on voyait bien que dans les opinions publiques, ça ne fait pas du tout sens d'oublier comme ça la question des droits des Palestiniens au profit d'autres questions, qu'elles soient économiques, commerciales ou autres. Et il fallait en fait un temps pour que tout cela germe, si vous voulez. Et là, je crois qu'on est en train de vivre actuellement ce que nous étions plusieurs à dire en France depuis maintenant 3 ans, c'est-à-dire que les accords d'Abraham, c'est un leurre. Ce n'est pas une pacification, ce sont des accords entre dirigeants. Est-ce que c'est un leurre où la question palestinienne, qui était, vous l'avez bien rappelé, était enterrée, voire soldée par les accords d'Abraham, mais l'assaut du 7 octobre du Hamas l'a remise au premier plan, c'est-à-dire que la Palestine ou la question palestinienne, malgré tout, a un poids au sein des diplomaties arabes? En fait, nous étions plusieurs, ce que j'explique depuis maintenant 2 ou 3 ans, à dire et à aller sur le terrain, à dire mais vous ne vous rendez pas compte à quel point sur le terrain, dans les territoires palestiniens, la situation elle est intenable. La situation est en train de pourrir. On a des jeunesses qui sont en train de grandir sans aucun espoir, puisqu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de perspective ni d'État, ni de paix, ni de justice. On a des jeunes qui actuellement se constituent en groupes armés, on l'a vu à Naplouse, dans des villes de Ramallah, Naplouse, Hébron, avec des discours beaucoup plus radicaux que par le passé, parce qu'il y a une absence totale de perspective de paix. Comment vous pouvez croire que cette question palestinienne peut être enterrée? Et on prévenait depuis longtemps, on disait mais c'est pas possible, ça va exploser à un moment donné, il va se passer quelque chose de très grave. Sachez par exemple que à la veille du 7 octobre, le 6 octobre si vous voulez, entre le 1er janvier et le 6 octobre, on en était à 235 Palestiniens qui avaient été tués par l'armée israélienne ou par des colons. 320 attaques de colons israéliens avaient été recensées sur des civils palestiniens. C'est-à-dire que l'humiliation des Palestiniens était quotidienne. La communauté internationale a laissé pourrir cette situation et à la veille du 7 octobre, l'administration américaine expliquait que le Moyen-Orient n'avait jamais été aussi calme qu'avant. Ce qu'on a vu le 7 octobre, en fait, c'est, pour ma part en tout cas, un moment qui a été absolument inattendu par l'ampleur que ça a eu. La résurgence. Voilà, mais en même temps, ce n'était pas incompréhensible, puisqu'on était depuis 2 ou 3 ans, comme je vous dis, plusieurs à mentionner le fait que les accords d'Abraham sont un leurre, puisqu'ils font croire qu'il y a une pacification. Non, ce sont des accords entre dirigeants, et vous verrez que la question palestinienne va finir par revenir au premier plan, puisque la situation de presque 7 millions de personnes est absolument invivable. Certains pays arabes, on revient sur les fameux accords d'Abraham, étaient en passe de normaliser, ça vient d'être rappelé. L'Arabie saoudite peut-être est une parenthèse, oui. Elle a évoqué les gels de toute négociation, tant qu'au sein des discussions, il n'y aurait pas la mention d'un État palestinien. Reda Hariri, cette normalisation est peut-être complètement enterrée à cause de ce qui se passe à Gaza, selon vous? Non, disons que dans cette normalisation, on a mis donc la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que on a commencé à parler donc d'accords économiques et d'échanges culturels et beaucoup d'autres choses, et on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est un accord politique concernant l'avenir de la Palestine et des Palestiniens. Donc, à partir de ce moment-là, on a voulu rééditer en quelque sorte ce qui avait été fait en 1977-78 avec les accords de Camp David entre l'Égypte et donc Israël. Ça s'est fait avec quelques pays arabes, mais chacun pour différentes raisons.
il faut bien préciser que même les pays qui ont signé ces accords-là, ils avaient eux-mêmes leur propre agenda. C'est-à-dire les fameuses négociations séparées. Des négociations séparées, mais surtout, aucun n'a consulté son peuple. Je pense notamment à un pays comme le Soudan, par exemple, qui pour échapper à un embargo qui a été décrété contre lui, s'était dit que c'est une façon éventuellement pour pouvoir contourner cet embargo-là en reconnaissant Israël. Chaque pays a ses raisons. Ça a provoqué peut-être des crises diplomatiques, par exemple, entre l'Égypte et la Syrie. Crise diplomatique entre l'Égypte et la Syrie à quel moment ? Quand on a essayé de négocier, on a trouvé que l'Égypte et la Syrie devaient négocier au départ en commun, et puis d'un moment donné, on s'est rendu compte que les diplomates égyptiens étaient en train de faire, excusez-moi de l'expression familière, mais étaient en train de faire un bébé dans le dos aux Syriens. Oui, mais ça, c'est un peu comme la République arabe unie en 1961. Finalement, chaque régime a fini par tirer la couverture de son côté et ça fait pchit en quelque sorte. Mais pour revenir donc à ces accords d'Abraham, voulaient en quelque sorte diluer la question palestinienne. C'est diluer la question palestinienne comme si les Palestiniens allaient oublier leur situation, alors que la situation s'est dégradée encore davantage, notamment avec un blocus sur la bande de Gaza qui existe depuis 15 ans. Et par la suite, les gens étaient surpris de cette attaque du 7 octobre. Mais cette attaque du 7 octobre, elle a eu lieu parce que une soirée de rêve party a été organisée à proximité d'un territoire qui est sous embargo, et ça a été l'élément détonateur. Mais la bande de Gaza, c'est comme une cocotte minute qui n'attendait que le bon moment pour éclater. C'est ce qui s'est passé en fin de compte. Alors, Thomas Vescovi, je voudrais aussi qu'on parle brièvement de deux autres puissances. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. La guerre entre l'entité sioniste et la Palestine est une aubaine, malgré tout, pour la Russie et Pékin. La tension pourrait baisser en Asie du Sud-Est et même sur le dossier ukrainien. Sur cette question-là, je vous avoue que je vais avoir assez peu d'éléments à mentionner. Ce qui, moi, m'intéresse dans ce que vous avez expliqué là, c'est que on a en fait, depuis plusieurs années maintenant, un retrait des États-Unis du Proche-Orient, on l'a vu, et à l'inverse, d'autres États essaient de faire jouer leurs intérêts. Par exemple, personne ne pouvait s'attendre à ce que ce soit la Chine qui entraîne un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, au détriment d'ailleurs des intérêts israéliens, puisque vous savez que Netanyahou et Israël ont depuis longtemps tenté, et c'est d'ailleurs ça aussi qu'il y avait derrière les accords d'Abraham, de tisser une espèce de front contre ce qu'ils appellent eux la menace centrale au Moyen-Orient, à savoir l'Iran. Dans cette dynamique-là, on a effectivement la Chine qui revient comme un acteur de premier plan. Je pense que des décennies en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer entendre les États-Unis demander à Pékin de l'aide pour stabiliser le Moyen-Orient. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Du côté de la question russe, pardonnez-moi, parce que Pékin a fait aussi un grand coup, si je puis m'exprimer ainsi, en signant la fameuse paix entre les deux irréductibles ennemis, l'Iran et l'Arabie Saoudite, aux grandes dames des Européens et des Américains. Pékin était fort de son succès. Alors, aux grandes dames des Européens, pas de tous, puisqu'il faut rappeler quand même que c'est aussi l'Union européenne qui avait tenté et qui avait réussi à aller vers les accords de Vienne à l'époque par rapport au nucléaire iranien. Mais depuis, effectivement, il y a eu un basculement total. Et effectivement, c'était un petit peu une volonté très forte de l'administration de Donald Trump et ensuite de différents États dans la région, dont notamment l'État d'Israël et l'Arabie Saoudite, d'avoir ce front contre l'Iran. Et puis il y a eu effectivement ce coup de poker, mais qu'il faut à mon avis voir d'une autre manière. C'est-à-dire que le roi saoudien Mohammed Ben Salman, il tentait en fait surtout là-dedans de faire pression sur les Américains en disant que si vous ne vous réimpliquez pas au Moyen-Orient, nous allons devoir trouver nos intérêts ailleurs. Et c'est comme ça à mon avis qu'il faut l'interpréter. Mais là, je crois moi sincèrement que le 7 octobre
est en train de redistribuer les cartes. C'est-à-dire que je ne dis pas que les accords d'Abraham sont finis, je pense vraiment que là, on est face à une nouvelle phase et il faut mesurer à quel point est-ce que la lecture des enjeux sont actuellement très compliquées. Très compliqué. Donc c'est une réelle fracture mondiale qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Oui, si vous voulez, c'est pour moi vraiment, c'est le seul point commun que je suis prêt à accepter par rapport au 11 septembre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vraiment. Tout est tellement en train de partir dans différentes tensions dynamiques qu'on ne sait pas où ça va aller. Vous avez parlé tout à l'heure d'un embrasement régional, on ne le sait pas. On ne sait pas non plus comment différents États arabes vont réagir si demain Israël continue cette politique pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors on arrive à la fin, presque à la fin de notre rendez-vous du jour. Je voudrais qu'on parle également d'un chef d'État qui essaye de ménager à la fois la chèvre et le chou. Si on devait enseigner l'art de l'équilibrisme à des diplomates ou des étudiants en diplomatie, on leur demanderait d'observer le président turc Recep Tayyip Erdogan. Entre le soutien palestinien, il cherche en même temps à ne pas abîmer ses relations avec l'entité sioniste. Reda Halilaj. Oui, le président Erdogan veut montrer que c'est un acteur qui est indispensable parce que la Turquie est un grand pays musulman, parce que la Turquie est aussi membre de l'OTAN, c'est la deuxième puissance de l'OTAN, il ne faut pas l'oublier, même si elle n'est pas dotée d'armes nucléaires, mais de par ses moyens conventionnels, c'est la deuxième puissance. C'est aussi un pays qui joue un rôle clé actuellement dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est un pays qui a le détroit des Dardanelles par lequel passent les navires de guerre qui veulent soit aller en mer Noire, soit sortir de la mer Noire pour aller vers la mer Méditerranée. Donc, quoi que fasse Erdogan, il sera toujours écouté. Et même s'il ne va pas jusqu'au bout de ses idées, c'est un homme qui peut au moins semer la confusion à n'importe quel moment. Oui. Vous avez peut-être un commentaire à faire sur la politique de Recep Tayyip Erdogan, Thomas Mescoudi? Écoutez, les importations et exportations entre Israël et la Turquie n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. C'est l'un des principaux leviers pour Erdogan actuellement et la Turquie pour faire pression sur Israël. Mais là, je pense qu'on a en fait un exemple quelque part du poids que peut faire la rue sur les dirigeants. C'est-à-dire qu'on sait à quel point la population turque est sensible à la question palestinienne et n'accepte pas que ces dirigeants se compromettent dans des relations fortes avec des dirigeants en Israël qui actuellement sont en train de perpétrer un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Et donc vous avez effectivement un basculement politique et c'est ce qui fait, encore une fois, je rappelle que la lecture des événements va être de plus en plus complexe et il faut vraiment être vigilant de ne pas faire trop de spéculation sur comment les choses peuvent et vont évoluer dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors, sur un autre aspect, Thomas Vescovi, selon vous, les accords d'Oslo et la solution à deux États, d'après des sondages au sein de la société sioniste et palestinienne, n'a jamais été aussi éloignée. Dites-vous, ce n'est pas parce qu'on ne veut plus y croire, mais tout simplement, on trouve la chose de plus en plus irréalisable. Il faut mentionner d'abord, pour tes spectateurs qui n'ont peut-être pas une carte sous les yeux, dans les territoires palestiniens occupés, notamment la Cisjordanie, on a aujourd'hui 700 000 colons, donc colons israéliens qui vivent dans ces territoires-là. On a une emprise dans les territoires palestiniens de la part d'Israël qui est énorme. Et surtout, on a ce que j'appelle dans un article que j'ai sorti récemment pour le Monde diplomatique, on a surtout des sociétés qui sont complètement intriquées l'une l'autre. C'est-à-dire que les économies israéliennes et palestiniennes sont quasiment inséparables, tellement il y a une oppression qui a été faite sur la population palestinienne. Par exemple, demain, vous allez dans les territoires palestiniens en Cisjordanie ou même parfois dans la bande de Gaza, vous verrez que la plupart des produits qui sont là sont des produits israéliens. La monnaie est une monnaie israélienne. Et donc, à partir de là, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut imaginer, dans ces conditions-là, un État palestinien viable. Vous l'avez très bien mentionné, ce n'est pas que les Palestiniens n'en veulent plus. C'est qu'ils partent d'un constat que là, ils ne voient pas comment ils pourraient avoir un État palestinien indépendant et viable dans ces conditions-là. C'est pour ça, et à mon avis, qu'il faut être très clair,
on ne veut pas non plus derrière aller vers un État commun entre Israéliens et Palestiniens, c'est plutôt qu'il y a une absence totale de perspective politique. Et c'est à mon avis ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a des groupes aussi radicaux qui arrivent sur le devant de la scène, tels que le Hamas, ou pourquoi est-ce qu'on a des jeunes Palestiniens qui aujourd'hui, pensant qu'il n'y a plus aucun espoir, estiment que seule la lutte armée peut leur ramener un petit peu de justice et de dignité. Et cette absence de perspective d'État et de paix, de justice pour eux, évidemment, est un cercle vicieux qui ne pourra qu'amener d'autres drames, d'autres 7 octobre, si vous comprenez. Vous voulez réagir, Reda Harira, sur... Oui, je voulais dire aussi que la question de l'ouverture politique, y compris au sein même des différents mouvements palestiniens, se pose parce que à l'occasion de cette guerre-là, on peut très bien, par exemple, demander à ce que les prisonniers politiques palestiniens soient libérés, des prisonniers politiques qui ont fait déjà leurs preuves à l'occasion de la seconde intifada, comme Marwan Barghouti. Il pourrait être un bon interlocuteur. Marwan Barghouti, il représente encore le mode de fonctionnement de l'OLP tel qu'on la connaissait auparavant, et il pourrait être une alternative au pouvoir actuel vieillissant de Mahmoud Abbas, et également il pourrait être une alternative au mouvement Hamas qui est décrié depuis maintenant plusieurs années. Seule une solution politique peut éventuellement calmer les choses, parce qu'il faut offrir aussi la possibilité aux Palestiniens d'opter démocratiquement pour des représentants qui soient légitimement élus. Et ce sont ces représentants-là qui vont faire valoir la voix de la Palestine, donc aussi bien avec leurs interlocuteurs israéliens qu'avec le reste du monde. Et ça, c'est un aspect qui est extrêmement important, c'est-à-dire au-delà de la libération des otages israéliens se pose aussi la libération des otages qui sont dans les prisons. Il y a 5000 Palestiniens qui sont prisonniers et qui eux aussi doivent être libérés. Et parmi ces prisonniers, il y a un certain nombre de dirigeants, de jeunes dirigeants palestiniens qui sont prêts à relever le défi pour peu qu'on les laisse en quelque sorte reprendre leurs activités politiques. Voilà. Alors, mot de la fin, Thomas Vescovi, on va, selon vous, rapidement, est-ce que les accords d'Oslo ont été l'ultime chance historique pour asseoir une paix définitive dans la région? Ce que vous devez comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Palestiniens, pendant des décennies, ont soutenu et défendu l'idée qu'ils arriveraient à récupérer toute la terre de Palestine. Le grand pari d'Yasser Arafat, l'historique leader palestinien, ça a été, notamment après la déclaration d'Alger qui avait été faite d'indépendance en 88, ça a été de dire « nous acceptons en tant que Palestiniens l'idée d'avoir un État uniquement sur 22% de la terre de Palestine, à savoir Gaza, Cisjordanie ». C'était pour eux une concession historique. C'est ce qui a mené notamment aux accords d'Oslo, sauf qu'arrivés à Oslo, les Palestiniens pensaient avoir fait la plus grande concession en acceptant qu'ils n'auraient plus toute la terre de Palestine, mais seulement 22% et un État sur 22%. Or, pour les Israéliens, avec l'arbitre états-unien qui était là également pour soi-disant arbitrer, mais en fait c'est un arbitre qui était très partial. Avec Bill Clinton. Voilà, et bien en fait, pour eux, tout restait encore à négocier. Et aujourd'hui, les Palestiniens se rendent compte qu'ils ont accepté d'avoir un État que sur 22%, mais même ces 22% maintenant, on ne les laisse pas. Puisque en Cisjordanie, il y a une colonisation à marche forcée, comme je l'expliquais, et dans la bande de Gaza, il y a une absence totale de souveraineté possible pour les Palestiniens, puisque, par exemple, qui décide de jusqu'où le pêcheur de Gaza peut aller dans la mer? C'est l'État d'Israël. Qui décide de ce qui entre et ce qui sort? C'est l'État d'Israël. Donc en fait, il y a un sentiment profond d'avoir été spolié et d'avoir été complètement trompé par la communauté internationale, d'où actuellement le manque total d'espoir sur lequel se greffent et germent effectivement toutes les idées les plus radicales et extrémistes. Quelle réaction, Reda Harira, rapidement? Oui, il y a un autre point aussi qu'on devrait mettre l'accent sur le fait que les pays arabes doivent jouer un rôle auprès de cette Palestine-là. Je pense notamment à un pays, le pays voisin, l'Égypte, qui partage une frontière aussi bien avec Israël qu'avec la bande de Gaza. L'Égypte ne peut plus rester dans une position de neutralité, parce que la population égyptienne
est très à l'écoute par rapport à ce qui se passe au sein de la bande de Gaza, et les Palestiniens ne pourront mettre en avant leur projet que s'ils bénéficient d'un soutien ferme de la part des pays arabes, un soutien qui doit être réaffirmé dans les jours et les semaines prochaines. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Je tiens à remercier Thomas Vescovi et Reda Hariraj d'avoir enrichi la discussion pour le numéro du jour. Je vous laisse en compagnie de la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à demain.